Marie-Ève Saint-Georges donc, est docteure en sciences de l'information et de la communication et elle est enseignante à l'Université de Lille. Mais je pense que ce qui est mieux, c'est qu'elle se présente elle-même et puis qu'elle commence sa conférence. Merci. Merci à vous de m'accueillir. Je suis heureuse de retrouver quelques têtes que j'avais pu croiser lors de l'intervention de mon illustre prédécesseur à cette chaise, Patrick Avenot, que je ne chercherai pas à égaler évidemment aujourd'hui. Donc Marie-Ève Saint-Georges, effectivement, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Je vais effectivement commencer, avant d'en arriver à mon travail de thèse de doctorat, je vais commencer par me présenter parce que tout ceci est lié et j'ai une démarche qui est bien sûr universitaire mais qui est totalement inscrite dans mon parcours professionnel qui donc précède mon doctorat. Je l'ai appelé ainsi et ce qui nous permet d'entrer de plein fouet dans ma recherche qui porte sur le traitement journalistique des crises politiques et des catastrophes naturelles. Je fais une double comparaison, celle de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, et le Rwanda, au niveau des crises politiques. Je reviens dans un instant sur tous les aspects chronologiques qui sont tout de même essentiels pour entrer, savoir de quels faits nous parlons, comment je les intègre pour ma part au niveau du traitement journalistique, car il y a évidemment, vous en doutez, un fil conducteur qui est très précis et que j'ai suivi. Et pour les catastrophes naturelles, j'ai souhaité comparer, même si certains en seront peut-être étonnés, Haïti et le Japon. Vous voyez qu'on a là, et j'y reviens aussi sur les aspects chronologiques, sur les aspects géographiques, à chaque fois un tout petit pays, le Rwanda, un tout petit pays, Haïti, et une immensité. Le Japon, cet archipel immense, la République démocratique du Congo, qui est au moins comparable à la taille de l'Europe occidentale. Donc voilà pour poser le décor, où moi-même j'ai pu un petit peu fouler le terrain. Comme journaliste d'abord, j'ai eu le concours et je suis diplômée de l'école de journalisme de Bordeaux, qui est devenu l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, ce qui m'a permis de faire pas mal de radio dans un premier temps, à Paris, maintenant ici les Moulineaux pour Radio France Internationale, où finalement c'était ma deuxième école, après l'école de journalisme, ce qui m'a permis là d'être immédiatement ancrée finalement sur un terrain international, non pas que je ne m'intéressais pas à l'actualité hexagonale, mais il y avait vraiment beaucoup d'aspects qui me fascinaient, qui m'attiraient, qui ont pu également ensuite me permettre de rebondir au niveau de missions de maintien de la paix, dont il sera partiellement question ici, mais pas que. J'ai fait partie, comme chargée de l'information publique, de la MONUC, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. J'y suis arrivée en 2006, quelques semaines avant les élections qui n'avaient plus lieu depuis près de 40 ans après la chute de Mobutu. C'était un terrain absolument fabuleux, en étant encore très très jeune aussi, donc assez ouverte, je dirais, à toutes ces nouveautés, à tous ces rebondissements qui ont constitué un début de questionnement qui aboutit donc à cette thèse dont je vais pouvoir vous parler. 2010 est un petit peu, je dirais, sauvé par je ne sais quelle étoile, parce que j'étais recrutée avant le séisme qui s'est produit en Haïti. Comme chargée d'information publique également, j'y ai travaillé au sein de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies, la mission de stabilisation, comme on dit, en Haïti, où je suis restée 1 an. Pour le Congo, j'ai totalisé quasiment 3 ans entre une présence sur les bords du Tanganyika dans un premier temps, puis Kinshasa. Et Haïti, j'y étais jusque fin 2011. Donc, à mon retour, pour diverses raisons, j'ai vraiment trouvé là qu'il y avait une piste qui s'ouvrait pour continuer sur ces terrains comme chargé d'information publique, ce qui signifie dans le langage onusien qu'on est là pour expliquer un mandat. Vous imaginez bien l'immense difficulté d'expliquer, nous qui n'avons pas toujours la même couleur de peau, qui ne sommes pas nécessairement les bienvenus. Qu'est-ce qu'on est là? Voilà, quel est notre rôle? Et en information, vous voyez aussi que se posent immédiatement des problématiques, mais pourquoi? Comment parler d'une actualité
qui est a priori pas la vôtre. Énormément de questions. Et moi-même, en rentrant en fin 2011, après beaucoup d'interrogations, eh bien, je me suis décidée à me poser et étant donné que mon cursus universitaire continuait, je m'inscrivais totalement dans une formation en continu, comme on dit aujourd'hui, hein, ce n'est pas qu'un leurre, beaucoup le font, et bien de tenter cette thèse de doctorat, absolument ancrée, et c'était là franchement une expérience très riche, du point de vue de mes collègues universitaires, je n'étais pas nécessairement très bienvenue non plus, parce que je n'étais pas inscrite ou dans le sérail, donc j'ai eu aussi à faire à d'autres types d'obstacles, et c'est pour ça aussi que je salue déjà ici mon directeur de thèse, le professeur Francis Ball, qui est un grand monsieur qui traite vraiment beaucoup de cette question autour des médias, des usages et du rapport entre médias et société, qui continue pour moi, après avoir été mon directeur de thèse, un grand monsieur, ce sage à qui il ne manquerait qu'une forme de toge, si je reprendrais l'exemple grec, eh bien, pour vraiment comprendre et associer à chaque fois ce travail sur la connaissance pour pouvoir bien comprendre les choses. Voilà donc pour le décor, et nous nous dirigeons ici, donc, comme je vous le dis, sur cette question du traitement journalistique que j'ai renommé finalement traitement journalistique et extrême, parce que nous sommes à chaque fois dans ces extrêmes. Je m'en explique tout de suite par ces chronologies. Je suis désolée au fond si ça paraît un petit peu petit, n'hésitez pas à me demander plus de détails si vous n'arrivez pas à le lire de là. J'ai forgé toute mon étude dans un premier temps autour d'une chronologie qui devait être stricte, précise et resserrée. Vous imaginez bien que c'était là 4 pays très divers qu'il fallait regrouper autour de ces dates, c'est-à-dire prendre le risque d'en venir autour des années 1990. Pourquoi? Tout simplement, si l'on prend chacun de ces pays, au Japon nous sommes à la fin de l'ère Hirohito, et donc d'une forme de basculement aussi sur le plan politique qui nous semble peut-être assez stable, mais bien au contraire, c'est toujours très riche de rebondissements, tout l'aspect politique du Japon. Pour Haïti, exactement de la même façon, je l'ai ancré dès l'arrivée, donc la mise sur pied de cette constitution en Haïti, qui était aussi supposément un gage pour la gouvernance d'un pays qui ensuite va basculer, vous allez voir dans les autres éléments chronologiques que j'ai retenus, non seulement dans une forme de chaos politique, mais en plus tous ces éléments climatiques, ces catastrophes naturelles qui vont amplement toucher ce petit bout d'île d'Hispaniola, comme on disait avant, et donc nous intéresser plus largement. La RDC avait encore à sa tête le maréchal Mobutu, tout le monde s'en souvient aussi, avec son fameux léopard, ce personnage qui venait très régulièrement aussi en France et qui, progressivement, tout en annonçant le multipartisme, eh bien, allait mettre fin à ce que lui-même avait ancré sur le multipartisme après avoir été le seul et unique personnage, la seule et unique figure régnante après donc la fin de l'ère, je dirais, coloniale. C'était une colonie belge, hein, je reprécise, mais j'imagine que vous le savez tous, tout comme le Rwanda, qui était également cette colonie belge, et qui, et c'est pour ça que je reviens, et je ne commence pas en 1994, sinon je trouve qu'on n'est pas assez dans les soubresauts qui précèdent ce qui sera le génocide de 1994, c'est là que l'on peut commencer à lire toute la genèse de crise politique, et notamment celle du Rwanda, qui sera inscrite finalement par ce début des offensives qui nous fait également remonter aux années 1950, lorsque, eh bien, après l'ère coloniale, eh bien, c'est un régime qui se met dans un premier temps en place, un renversement également fin 60, début 70, avec l'arrivée de celui qui venait également très régulièrement en France, Juvenal Habyarimana, qui prend les manettes et qui va se retrouver lui aussi en difficulté exactement au même moment que son homologue congolais, le maréchal Mobutu, l'est vraiment à ce moment-là. On voit dans les deux cas un multipartisme supposé
qui précède de quelques années une chute, un extrême, et c'est bien là que je vais faire et que je vais tisser mon fil de cet extrême qu'on va retrouver immédiatement ensuite au milieu des années 1990 où eh bien, on voit déjà, pour rester sur l'aspect politique, les crises avec ces dates qui fâchent assez souvent. J'y reviendrai ensuite sur l'aspect historique et j'ai pu ancrer un travail de terrain, notamment en Rwanda en 2014, lorsqu'on était sur ces commémorations de 20 ans après, la France non grata, un contexte absolument tendu, le mot est faible. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au Rwanda, les célébrations ne commencent que le 7 avril. Et il y a cet effacement immédiat du 6 avril. Le 6 avril, vous en souvenez peut-être, de cet avion qui vient se cracher, visé par un missile. Quel missile ? En 2018, finalement, on ne sait toujours pas, on ne saurait pas. Et ce qui est flagrant, pour vous donner simplement l'image, eh bien, c'est que dans l'ancienne propriété où se trouvait Juvenal Habyarimana et sa famille, et donc c'est là que s'est en plus craché son avion avec son homologue burundais qui était également à bord, eh bien l'image c'est de voir encore des parties de carlingues dans ce jardin, alors que normalement pour tout accident, eh bien ce serait une preuve en soi et on préserverait. Or là c'est comme si on regardait une forme de déliquescence suite à un crash de pièces, peut-être à conviction de preuve, vous voyez. Et donc ce 6 avril est immédiatement occulté. On commence au Rwanda au 7 avril, ce qui est parfaitement signifiant au niveau politique. Vous comprendrez immédiatement que dès 1994 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons une seule et unique figure au niveau politique qui s'est assis et qui est Paul Kagame, qui a déjà troqué eh bien, son costume du Front patriotique rwandais. C'est un ancien militaire, hein, c'est comme ça qu'il est arrivé par les armes à prendre un pouvoir et le troquer contre un costume de personnage politique civil. À l'identique, l'ancien Zaïre devient la République démocratique du Congo, à peu près sur un schéma comparable, je dirais, du point de vue militaire. C'est d'abord une lutte barbare, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des millions de morts, dont on parle peu. Et c'est un grand chemin que fait grand sur la longueur, hein, on s'entend, de passer de l'Est à l'Ouest, à pied. Si vous imaginez un petit peu cette frontière avec tous nos grands lacs, hein, vous représentez la carte, le lac Victoria, le lac Tanganyika, moi qui étais très proche, j'étais basée à Kalemi, pour ceux qui sont vraiment très familiers de cette région, eh bien vous imaginez qu'un homme, Kabila père, hein, Laurent Désiré Kabila, va emmener avec lui, avec aussi, et là c'est passé sur un plan très secondaire, avec foule d'enfants soldats enrôlés jusqu'à Kinshasa, pour s'emparer également du pouvoir. Et de la même façon, mettre un petit peu de côté, quoique on avait encore une petite veste kaki, on ne savait pas s'il fallait y voir un mélange de militaire et de politique, en tout cas exactement de la même façon, asseoir un pouvoir qui devient celui d'une figure politique, ensuite que reprendra son fils, je viens dans un instant, Joseph Kabila, qui comme Paul Kagame est la même figure depuis le milieu des années 90 à diriger, si je puis dire, la RDC. Pour le Japon et pour Haïti, vous voyez que le parallèle, je l'ai fait sur des moments extrêmes là aussi. Ne pas oublier ce tremblement de terre en janvier 1995 à Kobe, qui était, lorsqu'on interroge certains chercheurs et surtout au niveau d'un journaliste, j'essaierai d'en parler tout à l'heure, Kenichi Watanabe, qui a énormément travaillé, qui était diffusé par Arte aussi, pas seulement sur Fukushima, mais sur toute la toile de fond du Japon, sur la figure de l'empereur, sur la figure dite pacifiste et qui est nettement remise en cause. C'est selon lui vraiment ce premier gros choc pour le Japon qui était toujours perçu comme infaillible, qui était certes situé sur une faille sismique, mais cette faille, eh bien, elle a fait des dégâts. C'est la première fois qu'on compte 5000 morts, en l'occurrence
due au tremblement de terre à Kobe, et sur fond aussi de eh bien, cette secte Aum, je pense que tout le monde s'en souvient peut-être ici également, qui se met beaucoup de questions et de troubles au niveau de la société japonaise. Pour Haïti, également, les soubresauts politiques, avec progressivement l'arrivée de René Préval une première fois, hein, il sera élu à 2 reprises. Ne jamais oublier que René Préval était lui-même associé à Jean-Bertrand Aristide avant de troquer aussi le siège et de s'emparer du pouvoir, si je puis dire, sur fond de cyclones réguliers qui, quand même, dès ce moment-là, eh bien, fait des dégâts assez énormes. Et comparativement avec la République dominicaine, qui est pourtant, et là ça crée constamment une question sur la même grande île d'Hispaniola, crée toujours plus de dégâts en Haïti et moins sur cette République dominicaine qu'on peut percevoir comme la destination touristique par excellence. En tout cas, ce parallèle sur des catastrophes naturelles qui vont aller crescendo. Je passe assez vite sur ce basculement au XXe siècle, XXIe siècle, avec à l'identique des cyclones, avec pour le Japon un fond politique très déstabilisé, qui change, extrêmement changeant d'une majorité à l'autre, jusqu'à, et on le verra, l'arrivée de Shinzo Abe, qui va essayer, lui, par une autre forme, de garder ce pouvoir, si je puis dire, et vous verrez les répercussions aussi sur le plan des décisions pour le nucléaire, sur le plan de décision de remise en cause de la constitution du Japon. Haïti également fortement touché, l'influence américaine, hein, qui le considère comme son arrière-cour bien souvent, hein, quand vous êtes là-bas c'est quand même assez frappant de voir combien tout le monde parle un anglais américain, combien les produits américains sont ceux-là qui sont systématiquement amenés lorsqu'il faut amener de l'aide, notamment en Haïti. Et vous le voyez aussi, le cyclone Jeanne, peut-être vous en rappelez, en 2004, qui avait été également ravageur. 2000 morts, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois, même une simple tempête tropicale met je ne sais combien de dizaines, voire de centaines de personnes à la rue et détruisent des maisons déjà fragiles et donc surajoutent à une fragilité une autre fragilité. Le Rwanda, la RDC, je l'ai expliqué tout à l'heure, cette affirmation de 2 figures politiques pour le Rwanda, eh bien, avec l'accession de Paul Kagame en 2003, une première fois élu donc président du Rwanda, puis une forme assez hégémonique avec ses commémorations, dont on parle beaucoup et en France et en Belgique, et donc c'était cela qui m'intéressait dans ma recherche aussi. Et sur la RDC, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc l'accession de Joseph Kabila qui est assassiné en janvier 2001 et qui se retrouve remplacé immédiatement et sans véritable élection. On a une transition avec les 5 grands partis qui étaient représentatifs en réalité de mouvements militaires qui avaient embrasé l'ensemble de la sous-région. C'était vraiment, il faut y voir là un conflit qui ne cessait absolument pas pendant, j'allais dire, 6-7 ans jusqu'aux accords de Sun City. Puis, lentement et sûrement, cette nouvelle constitution promulguée, votée, vous imaginez ce pays aussi énorme que la RDC, pour faire voter la logistique, cela prend 1 an. Actuellement, c'est l'enjeu également pour arriver à de prochaines élections, mais en tout cas, la figure demeure celle de Joseph Kabila qui a succédé à son père. 2006, j'y passe assez rapidement aussi, on voit ce continuum, je dirais, sur ces extrêmes aussi, les cyclones, les tempêtes tropicales en Haïti, le même président, René Préval, qui devait aller aux élections présidentielles au moment où le tremblement de terre du 12 janvier 2010 se produit. Le Japon, de la même façon sur l'aspect politique, je dirais, avec également toutes ces centrales nucléaires qui, sur cette faille sismique, fonctionnent et sont censées fonctionner sur une faille et un archipel absolument immense qui semblait là encore infaillible, jusqu'au tremblement de terre de mars 2011. La RDC, le Rwanda, vous le voyez, des affrontements,
et progressivement une forme de rancune aussi entre les deux pays, qui est perçue en tout cas de cette façon, mais où les deux figures restent exactement à l'identique, Paul Kagame, Joseph Kabila, et deux pays dont on va reparler ensuite, eh bien, qui baignent assez régulièrement dans des conflits que certains nommeront ethniques, tribaux. Moi, ça m'a questionné aussi beaucoup au moment de me lancer. J'en arrive au dernier soubresaut, et je m'arrêterai là au niveau de la chronologie, donc pour être certain qu'on parle à peu près de la même chose. Au niveau du Japon, cette énorme remise en cause, cet arrêt de toutes les centrales nucléaires, il y en avait plus de 40 qui fonctionnaient, du jour au lendemain, elles s'arrêtent, et cet énorme soubresaut de 3 crises successives qui provoquent cet extrême, qui moi m'a passionné, et c'est pour ça que j'ai gardé le Japon particulièrement, parce qu'on a d'abord le tremblement de terre, puis le tsunami, qui ne s'était jamais vu une vague aussi énorme, qui vient eh bien, balayer toute la côte située donc non loin de Fukushima Daiichi, et donc un accident nucléaire majeur. Donc finalement, en France, on regarde comme une question technique, je dirais. Et ça m'a vraiment posé beaucoup de questions aussi, parce qu'au final, et bien sur cet extrême, c'est pour moi l'un des parangons de l'extrême, parce qu'au niveau du traitement journalistique, il était tout bonnement impossible. Personne n'a pu aller au plus proche de 50 km de Fukushima, et encore, la zone était particulièrement dangereuse, mais comme le dit aussi Kenichi Watanabe, je le cite beaucoup parce qu'il a vraiment, lui, je me suis inscrite aussi dans ses rails au niveau de la perception, c'était ce mal invisible qu'il comparait aussi à la peste d'Albert Camus. Eh bien, on ne voit pas, on ne sait pas, mais on sait que c'est dangereux. Donc il ne faut pas, et au final, eh bien, on ne sait pas ce qu'il s'y passe, et le mensonge était roi. Haïti, j'y suis arrivée pour ma part fin 2010, eh bien, vous visualisez là des millions de tonnes et des gravats et des gravats. Et on passe ainsi plusieurs années simplement à eh bien, repousser des gravats, réorganiser l'urbanisme, réorganiser une vie entière. Puis toutes ces problématiques qui suivront jusqu'à, et pour ma chronologie, je me suis arrêtée à l'accession au pouvoir de Michel Martelly, l'ancien chanteur qui succède à René Préval contre toute attente, sur une élection qui était particulièrement disputée et discutée. Le Rwanda et la RDC, je n'y reviens pas, on reste sur les mêmes figures, avec cependant un crescendo sur la RDC, où après une petite accalmie qui semblait permettre eh bien, des élections, on voit qu'en 2018, on attend encore les élections prévues depuis quasiment 2 ans. Voilà où nous sommes. Je souhaitais vraiment resituer tout le tableau pour être sûr que peut-être on ait entendu les mêmes choses, et parce que la toile de fond eh bien, historique, elle était là passionnante. Passionnante parce que l'historien, eh bien, il va venir, lui, se saisir de tous les matériaux issus de ces terrains et nous dire l'histoire avec eh bien, un service ou de l'idéologie, un service en tout cas plus facile parce qu'il en a le temps nécessaire. Et ce qui m'importait beaucoup, je vous ai ressorti ici un plan que j'avais dressé en 2016, c'est-à-dire 1 an et demi avant de pouvoir soutenir mon travail, et que j'avais dû répondre à la question: fixer le temps et ses traces, quelle est cette mémoire, quels sont les récits et quel est l'oubli. Et donc, au niveau de la congrès de la SFIC, c'est la Société française des sciences de l'information et de la communication, j'avais déjà élaboré un plan, et donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de l'amener ici, parce que, évidemment, je n'ai pas abouti tout à fait mon travail de la même façon. J'étais à ce moment-là en pleine rédaction, j'avais avancé effectivement sur l'imbrication eh bien, de toute cette chronologie, et le questionnement du traitement journalistique. Pourquoi dire finalement les choses de cette façon? Pourquoi l'ethnisme est-il aussi prégnant? Pourquoi le Japon se résume à cette question qui semble juste une question technique? Et donc j'avançais ici. Je voyais déjà l'extrême qui était vraiment pourquoi ces moments où tout s'effondre et où caractéristiquement eh bien, le journaliste va essayer de nous décrire non pas simplement un événement, une date, mais l'avènement de quelque chose bien souvent.
on bascule dans une page blanche, une page vierge que l'on a du mal à décrire. Quand tout s'effondre, nécessairement, il va falloir prendre cette image de tout déblayer, le Japon comprendre eh bien, qui est impacté très durablement, sur le nucléaire notamment, ou le nier, le mettre de côté, comme si de rien n'était. Et s'agissant des crises politiques, de la même façon, cette extrême, il s'agit là de millions de morts. Même si elles ne sont pas tout à fait proches de nous, c'est en tout cas là, comme pour reprendre les termes de Voltaire, cette boucherie héroïque, littéralement, qui ne cesse de continuer et d'être l'avènement eh bien, d'une autre boucherie héroïque, parce que pas vraiment d'issue souhaitée ou visiblement souhaitable du point de vue politique. Donc cela me questionnait, et c'était cet extrême, moi, que je gardais constamment à l'esprit. J'ai pu me plonger, peut-être certains connaissent ici, les archives de l'ECPAD, l'établissement de cinématographie et de production audiovisuelle de la Défense, et donc des armées françaises, hein, qui est basé à Ivry-sur-Seine, le fort d'Ivry, et donc j'ai pu consulter certaines archives parce que pourquoi pointer notamment l'armée française s'agissant du Rwanda, et quelle est la réalité gardée, quelles sont les archives conservées au niveau de l'ECPAD, donc, qui s'appelait auparavant le CPA, qui est de plus en plus, hein, pour la parenthèse, relié à l'état-major des armées, les MACOM. Hein, vous avez peut-être vu à Ballard tout ce changement immense au niveau de la gestion de la communication aussi, hein, c'est-à-dire comment gérer tout ceci avec la toile de fond numérique aussi, puisque l'armée est tout aussi concernée. Donc j'ai essayé de mettre un peu mon nez dedans pour voir est-ce que tout ceci colle, ou on a un traitement journalistique qui pose des questions pour d'autres raisons. Je voyais également des traces parcellaires, hein, c'est ce que je mets dans le dernier point, de la couverture de ces crises. Je m'explique, c'est-à-dire qu'évidemment, suivant ma chronologie, début 1990, le web n'est pas encore là. L'émergence numérique et tous les outils liés au numérique au sein des rédactions n'ont pas à ce point produit leurs effets. Et notamment au niveau de l'archivage, cela me pose encore question aujourd'hui, parce qu'on voit que beaucoup de choses eh bien, sont un petit peu parties, par-ci, par-là, ou en tout cas, il y a cette notion de parcellaire totalement au niveau des archives. Sur quoi je me suis attachée finalement à construire tout ce corpus, comme on dit dans notre langage universitaire, eh bien, j'ai au final regardé comment fonctionne notre journaliste au beau milieu d'une crise. C'est vraiment ce chemin-là qui a pu être observé, je dirais, par une quarantaine d'entretiens que j'ai menés au final. Et comment je me suis prise? Eh bien, j'ai souhaité interroger la mémoire. Donc dans un premier temps, j'ai regardé quelles étaient ces traces de l'histoire, quel était finalement le message, la construction des historiens par rapport à ces crises, à ces moments vraiment très précis de l'histoire. Pourquoi un basculement? Sommes-nous juste à un moment de basculement, mais on fait fi du passé, et donc de tous les éléments de compréhension? Et bien ensuite, j'ai interrogé au sein des sociétés où s'étaient produites ces crises, c'est-à-dire sur la RDC où j'ai pu retrouver certaines personnes que j'avais pu croiser auparavant. Au Rwanda, comme je vous le disais, j'ai ancré tous les entretiens au moment de la commémoration des 20 ans après le génocide qui s'était produit donc au Rwanda. Donc j'y étais en avril 2014. Sur le Japon, de la même façon, avec cette petite nuance évidemment sur la langue, vous en doutez, avec certains entretiens menés en anglais, mais qui ont été immédiatement traduits en français, avec ceux qui étaient là au moment de dates clés, et à l'identique en Haïti aussi. Et donc, quelle était la logique? On ne peut pas tout embrasser et mal étreindre. Eh bien, la logique était la même sur les 4 pays, c'est-à-dire rechercher des journalistes qui eux-mêmes ont dû, dans leur pays, parler de ces crises, et que j'interrogeais sur leur propre mémoire et ce qu'ils pensaient eux-mêmes du traitement journalistique français, belge en l'occurrence. J'y reviendrai, je me suis focalisée sur 4 médias en l'occurrence, 2 français et 2 belges. Les journalistes, mais pas seulement, la logique était également celle de trouver peut-être des personnes qu'on dirait de la société civile, en le disant un petit peu mal, c'est-à-dire en tout cas considérées
qu'elles s'investissent, qu'elles ont sûrement des choses à dire, hein, pour le dire très mal du point de vue journalistique aussi, mais qui ne font en tout cas pas partie de la chose politique. Et là, c'était mon dernier aspect de certaines personnes que j'ai cherché à interviewer aussi, qui, au Rwanda, vous imaginez un peu la difficulté aussi, j'ai bien sûr terminé par là le jour de mon départ pour espérer ne pas me faire flanquer dans le premier avion, et bien quelles sont ces personnes qui pouvaient un petit peu me dire ce qu'elles pensaient du traitement journalistique quand elles étaient clairement dans le camp de Paul Kagame. De la même manière au Congo, de la même manière eh bien pour le Japon, et de la même manière pour Haïti. Comprendre un petit peu tout cela, c'était ça la toile de fond, et c'est ainsi que j'ai construit ma thèse, donc sur ces 40 entretiens. Que voit-on? Eh bien, on voit systématiquement, je l'ai repris ici par ces 3 figures, qu'on a ce serviteur de l'historien futur qui sait amener des éléments eh bien, du passé pour nous faire comprendre quel est ce basculement là, ici, maintenant. On le remarque et parfois eh bien, on s'interroge sur, il y a le cas notamment en RDC, de supposés massacres à Lubumbashi, c'est-à-dire le sud du Katanga, où on parlait en France et en Belgique de 500 morts. Or, il n'en était rien. Et les personnes sur place, après vérification, me disent non, et on se questionne. Le Rwanda, de la même façon, pourquoi on ne nous parle que de Hutu et de Tutsi? Et pourquoi les Twa, qui sont la dernière ethnie supposée, hein, si je prends le parti de l'ethnisme, eh bien, pourquoi systématiquement ils sont mis de côté? Et pourquoi les archives, notamment celles de la Défense, ne font apparaître que ce questionnement? Et toi tu es Hutu, et toi tu es Tutsi. Mais où est l'histoire? Alors ceux qui cherchent un petit peu le terrain qui remonte aux années 50, c'est-à-dire au lendemain de la décolonisation, avec l'arrivée de Juvenal Habyarimana, eh bien, si on fait fi de tout cela et que l'on reste systématiquement dans Hutu-Tutsi, où est cette histoire? On ne comprend pas. Et chemin faisant, systématiquement, j'arrivais au même constat sur Haïti et le Japon. Si on fait fi de cette histoire qui est passée, c'est-à-dire les faits qu'on a pu vérifier à de multiples reprises, on ne comprend pas le présent. On est perdu dans cet extrême décrit comme extrême. Et vous le verrez que ça va être progressivement mon point final, cette accélération due aux outils, due à l'émergence de l'Internet, cette accélération où, si l'on fait fi de l'histoire, ou si on la méconnaît, parfois sciemment, on comprend de moins en moins bien. Et on arrive à peut-être des raccourcis, peut-être une forme de facilité. L'historien du présent, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de François Hartog, qui nous rappelle sans cesse ce présentisme, dans le sens où c'est comme si le passé n'existait pas comme passé pour nous apporter des clés de compréhension, et tellement cette crise est énorme, extrême, sans précédent, si vous prenez chacun des exemples que j'ai cités avec les chronologies, c'est comme si on était bloqué dans le présent de la crise. Et c'est ainsi qu'il décrit aussi ces formes parfois d'histoire du temps présent. Et nous sommes ainsi bloqués dans cet écroulement, c'est ce tremblement de terre sans précédent, c'est un tsunami qu'on n'a jamais vu, point. Et on ne voit pas la toile passée qui nous amène à ce présent et ce basculement, puisque, nous le disions, c'est forcément l'avènement de quelque chose. Quand quelque chose s'effondre, la nature a horreur du vide, elle va forcément substituer à un futur que l'on voit plus ou moins venir ou pas, mais en tout cas, nous dit François Hartog, eh bien, nous sommes coincés dans le présent. Et médiateur de l'histoire, c'est pour dire ici, et c'est toute la partie de ma thèse qui était construite en miroir, comme si l'on pouvait percevoir aussi l'historien comme un journaliste du temps passé qui allait chercher ces matériaux de l'histoire, les confronter peut-être à son positionnement, là, assis, des mois, des années après les événements, pour nous dire que, eh bien voilà, cette histoire-là, elle a été transposée de telle ou telle façon. Le Rwanda, eh bien, peut-être que c'est la France, peut-être que c'est la Belgique. Et on avance ainsi sur des
des formes, je dirais peut-être d'insinuation, où c'est cet historien qui prend les matériaux a posteriori, quand le journaliste, lui, est coincé dans cette crise. Et il est presque, et très régulièrement dans cet extrême, dans une situation qui est intenable. On attend tout de lui. On attend qu'il nous explique ce qui est en train de se passer, ce qui va probablement se passer, et si possible, eh bien, de nous donner un petit peu tout cet avènement, cette toile de fond qui va venir, mais qui n'est pas toujours évidente à voir venir. Donc je vous l'ai mis ici, les travaux de François Hartog, c'est notamment cette référence au régime d'historicité, hein, pour aller plus dans le détail. Et donc, comme je vous le disais, bien d'avoir tissé un petit peu ici, quelles archives, celles précisément de journalistes du Monde, de leurs homologues pour les journaux imprimés du journal Le Soir, hein, le journal belge francophone qui appartient au groupe Rossel. Je ne reviendrai pas dans le détail des médias ici, de peur de contrarier notamment Patrick Evenot, mais si besoin de précision, je pourrais y revenir. Hein. Le Monde était vraiment fortement détaillé par les explications de Patrick Evenot il y a un petit mois de ça, hein, lorsqu'il était venu ici. Le Soir, le groupe Rossel, hein, qu'il faut bien garder à l'esprit car il possède un certain nombre de titres également en France, à commencer par La Voix du Nord, Nord-Éclair, le Courrier Picard et autres, et était quasiment arrivé jusqu'à la Côte d'Azur. Donc un groupe très très influent, un groupe familial qui m'intéressait beaucoup aussi dans son histoire puisque c'est une différence énorme avec celle du Monde qui était avec sa société des rédacteurs du Monde, eh bien, qui était un journal construit un petit peu à l'opposé du journal Le Soir, où c'était la famille, et la famille Rossel, qui avait mis sur pied, il y a plus d'un siècle, le journal Le Soir. Également, je regardais les archives, puisqu'on questionnait constamment le traitement journalistique du point de vue, mais êtes-vous aussi les porte-voix, c'est-à-dire en France, supposément, et donc j'ai cherché une radio et je suis retournée au niveau de Radio France Internationale que je connaissais aussi, mais en m'extrayant moi-même évidemment, auprès de journalistes qui avaient couvert ces événements. De la même façon en Belgique, la RTBF, la radio-télévision belge francophone, en me centrant également sur la radio, de retourner voir les journalistes qui avaient été déployés sur ces terrains. En 1994, notamment pour le Rwanda. Pour Haïti, j'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir de longs entretiens avec Jean-Michel Carrois, qui est la signature notamment du Monde, qui est basé à Saint-Domingue, mais qui couvre toute la zone caribéenne. Pour la RTBF, eh bien, il y avait cette succession de différentes journalistes, notamment au féminin. Simone Remond, qui était également présente depuis les années 80, qui a passé le relais à Maryse Jacob. Et toutes ces journalistes ont bien accepté de clore un petit peu mon chemin de chercheuse pour aller les interroger. Au journal Le Soir, ici, j'imagine que vous avez au moins entendu parler de Colette Braeckman, qui est vraiment la signature et la personne qui va susciter aussi toujours énormément de réactions dès lors qu'on prononce son nom. Vous êtes au Congo, vous parlez de Colette Braeckman, c'est tout de suite « Ah, la vendue » ou « Ah, oui, celle qui connaît ». Et on aura cet antagonisme directement dans les réactions, ce qui veut bien dire que c'est une personne qui a énormément travaillé depuis plus de 40 ans maintenant, qui même, une fois sa retraite prise début 2010, eh bien, elle a continué, elle a même encore plus produit, elle est même passée sur le schéma numérique, sur des billets qu'elle poste sur son blog gratuitement, ce qui ne plaît pas toujours au groupe Rossel, mais elle continue de le faire. Et donc elle a également accepté, voilà pour ces quelques figures qui ont accepté de me répondre et que j'ai été voir à la fin. C'est-à-dire une fois que j'avais pu interroger ces panels que j'avais constitués sur la RDC, le Rwanda, Haïti et le Japon. Et donc pour poser ces questions parfois pas toujours évidentes, pourquoi avoir couvert de telle façon? Où étiez-vous? Qu'avez-vous vu? Pourquoi avoir décrit? Pourquoi le traitement journalistique a-t-il produit tel ou tel résultat, tel article, telle interview? Et donc, nous le voyons, cette
confrontation à l'extrême, c'est pour dire eh bien, que les journalistes sont envoyés, confrontés en direct. On oublie parfois cette grande difficulté aussi d'être déployés très très rapidement, notamment après une catastrophe où la difficulté logistique est encore plus forte, parfois sans électricité, sans connexion, pour pouvoir transmettre avec ce défi, au plus nous avançons dans le temps et dans mes chronologies, de devoir accélérer son temps de transmission, qui s'est énormément raccourci avec l'émergence de tous ces outils numériques et l'émergence donc du web. On est là sur des terrains dont l'ampleur dépasse l'entendement. Et vous imaginez bien aussi que toute la composante liée à l'émotionnel entre de plein fouet dans les perceptions. Pour un nombre de femmes, on s'était posé la question avec le professeur Ball, qui parfois me posait la question, mais alors, y a-t-il toujours plus de femmes ? Non, pas nécessairement. Sur ces terrains-là, on voit un nombre de femmes, je parlais de Colette Braeckman, mais également toute la relève qui est venue sur les 4 médiacités, Le Monde, Le Soir, RFI et la RTBF, un nombre de femmes très important qui est venu aussi pour travailler directement sur ces terrains-là. Donc, du point de vue émotionnel, parfois aussi une force. Je me souviens de cette interview avec Maryse Jacob, hein, qui dirige maintenant la cellule internationale à la RTBF, et qui disait que c'était parfois même, peut-être pas une force, mais une compétence en plus pour une femme qui se retrouve face à des crimes aussi barbares que ceux des viols, qui ont été ensuite eh bien, devant les cours pénales internationales, qualifiés de crimes contre l'humanité, d'armes de guerre. Vous voyez, on est là dans un registre qui est difficile aussi du point de vue de l'émotionnel. Et Maryse Jacob répondait, mais je pense que cette femme qui est en face de moi, que je suis en train d'interviewer en mettant toutes les formes qu'il est possible de mettre, eh bien, elle va peut-être se dire que moi je la comprends mieux étant femme. Vous voyez, il y a aussi ce regard. Moi, en tant que femme, je me dis oui, pourquoi pas. On peut entendre aussi que, eh bien, il n'y a pas que ces hommes, ces baroudeurs qui étaient sur ces terrains. Et donc, j'ai montré aussi un petit peu par ma recherche que femmes et hommes sont sur ces terrains effondrés. La question et le questionnement sur la vraisemblance des faits, il vient aussi immédiatement, quand je parle de confrontation à l'extrême. Vous voyez, comme nous le disait Paul Valéry, ce mélange du vrai et du faux est bien plus toxique que le faux pur. Et parfois, parce que nous sommes loin aussi, quand nous réceptionnons ces articles, parce que nous écoutons la radio peut-être d'une façon un petit peu dispersée, je dirais, on va capter un mot par-ci, un autre, entendre ensuite l'entièreté, vraiment tendre l'oreille sur une heure. Eh bien, c'est là aussi où l'on s'intéresse au public, ce qui n'était pas mon propos, mais néanmoins, chez les journalistes interviewés, eh bien, il y a de cet ordre-là, de cette vraisemblance des faits, qui est l'un des pièges aussi du traitement journalistique, dès lors que nous parlons de cet extrême qui jaillit, qui sort de nulle part, qui nous surprend, et qui n'est pas anodin du tout, puisque les conséquences sont manifestement très très grandes. Les clés de compréhension donc, de ces terrains impossibles, c'est à ce niveau-là que j'ai ensuite été un petit peu creusée, vous le voyez, dans le fil continu entre les archives, entre eh bien, ces journalistes déployés sur ces terrains, leur positionnement sur ces terrains, et de comprendre eh bien, quelles sont les clés de compréhension qui peuvent en découler, qu'apprenons-nous de ces crises-là, eh bien, que nous sommes ici sur nos 4 exemples dans cette crise perpétuelle que le journaliste lui-même ne vit qu'au présent. Donc cette difficulté à aller chercher, à aller recourir à l'histoire qui fait partie de toutes et qui caractérise les terrains tout aussi glissants qu'ils soient. Les productions, donc je n'y reviens pas, mais là où le CPAD va intégralement conserver les archives de l'armée française. J'ai eu une fin de non-recevoir, hein, pour être tout à fait exhaustive sur la même question côté armée belge, qui visiblement ne prend pas en compte, ou en tout cas ne souhaite pas ouvrir tout de suite ces archives de la même façon, n'est pas organisée de la même façon que l'armée française, même si ça peut sembler
pour les plus critiques à l'égard de l'armée française une surprise. Eh bien non, l'armée française va intégralement conserver, mettre aussi au coffre, hein, on s'entend bien, tout n'est pas accessible, mais néanmoins il y a cet effort que j'ai noté. Et quand nous basculons sur la production journalistique, je ne le répète pas, cet archivage très parcellaire et qui, moi, me questionne beaucoup finalement sur... Parfois nous produisons et c'est comme si cette page blanche, chaque jour, elle effaçait aussi eh bien, tout ce qui a été produit la veille, ou il y a un mois, ou il y a quelques années. Et ça, c'était vraiment tout de même une surprise pour moi qui avait en plus exercé, hein, je vous l'ai dit avant de commencer, comme journaliste, au moment où on numérisait toutes les productions. René Char, lui, et c'est vrai que c'est un socle très solide aussi, lorsque René Char nous parle toujours de cette obsession de la moisson, et finalement l'indifférence de l'histoire. C'est là aussi que j'ai commencé à pouvoir dessiner ce que j'ai appelé cette machine médiatique. Hein. C'est pas moi qui ai créé le terme, c'est Patrick Charodeau, hein, qui est un universitaire qui a beaucoup travaillé sur cette notion de machine médiatique. Pourquoi ce déploiement d'un coup d'un seul, quand l'extrême, quand un basculement absolument inattendu se produit, eh bien, cette machine se met en route. Et c'est ce que René Char décrivait comme cette actualité qui est finalement notre ennemi le plus sournois, et en premier lieu pour le journaliste, d'aller nous chercher, c'est son rôle, d'aller nous décrire, d'aller décrypter cette actualité, mais qui est en même temps son principal piège s'il faut partir les deux pieds en avant sans toujours réfléchir, parce que cette vitesse, et eh bien, cette vitesse de transmission notamment, ne fait que s'accélérer. Vous voyez, on commence à comprendre un petit peu les pièges dans lesquels, face à des situations où on peinerait nous-mêmes à tout à fait déceler les tenants et les aboutissants, eh bien, dans lesquels le journaliste qui est déployé sur ces terrains, eh bien, il doit faire face. Et donc, en parlant de clés, on trouve aussi chez Daniel Bougnou cette notion de passe-partout, hein, où on va sous le lampadaire eh bien, chercher la bonne clé pour rentrer chez soi. Eh bien, là, on peut tout à fait comparer cette image parfois à ces clés. Bon, je vais prendre mon trousseau et je vais peut-être prendre celle-ci pour tenter d'ouvrir cette porte et indiquer à mon public, à mes lecteurs, à mes auditeurs que nous allons peut-être dans cette direction-là quand tout s'effondre, quand cet extrême-là nous happe et que nous cherchons des réponses et que le journaliste est attendu là aussi pour nous apporter des réponses. C'est aussi ce que les historiens, c'est pour ça que je l'amène à nouveau ici, les historiens appelleront peut-être ensuite un avènement, mais ils ont ce luxe du temps de pouvoir ensuite, eh bien, eux, trouver leur clé pour nous faire entrer dans un univers connu, puisqu'on a ce petit décalage et non pas cette soudaineté dans laquelle le journaliste est plongé. Le CPAD, j'en ai parlé ici, pour être donc exhaustive aussi à ce niveau-là. Je trouvais, et j'ai eu la chance d'avoir deux réponses à des entretiens que j'ai pu mener avec un preneur d'images qui est maintenant à la retraite, qui était notamment au Rwanda. Je n'ai pas eu que des félicitations au niveau de l'ECPAD. Hein. Nous avons fait le choix d'avoir le directeur de l'ECPAD qui faisait partie de mon jury de thèse. Donc j'ai un petit peu déguisté pour vous dire les choses assez directement, parce que visiblement on ne peut pas tout dire. Et c'était particulièrement paradoxal à mes yeux, parce qu'il avait en face de lui cet ancien preneur d'images qui était venu également à ma soutenance, qui avait bien souhaité me raconter ce que lui avait pu voir. Et nous en sommes là face à ce paradoxe. Qu'avez-vous vu? Où étiez-vous positionné sur ces questions les plus délicates? Avez-vous secouru à Bicécéro? Êtes-vous allé? Évidemment, nous avons parlé de tous ces aspects-là. Oui, mais j'étais là, moi, et j'ai vu ça. Et ce que dit notamment Patrick de Saint-Exupéry, eh bien, moi, je ne l'ai pas vu. Ou en tout cas, je ne l'ai pas vu de cette façon-là. Et pourquoi insiste-t-il? Et vous voyez, et c'est là que nous sommes dans ce mélange du vrai et du faux, dans tous ces pièges auxquels nous attachons plus ou moins d'importance. Et alors j'ai souhaité, et j'ai eu ce bonheur, parce que vraiment, j'ai eu là deux preneurs d'images qui savent nettement mieux que nous tous ici la difficulté pour un militaire, dans la considération, parfois post-68 art, de rejet de la chose militaire, de rejet de cet interventionnisme français et belge, parce qu'en Belgique, il y a exactement les mêmes difficultés sur le retrait de la Belgique
dès le lendemain du début du génocide, alors que c'était la composante la plus énorme qui constituait la mission des Nations Unies. L'ensemble des casques bleus belges, et sur décision du ministre, retirés immédiatement parce que 10 casques bleus ont été assassinés. Ils surveillaient la résidence de la première ministre, Agathe Oumouli-Guana, qui avait été assassinée à son domicile. Vous voyez, il y a toute cette imbrication que j'ai également pu questionner par les preneurs d'images, les deux en question, Max Chanjou et Vincent Larue, qui ont accepté. Donc j'ai pu retranscrire ensuite cet entretien et le verser également dans ma recherche pour essayer de comprendre ces engrenages. Comprendre aussi, et je le relie immédiatement, à leur compréhension du travail journalistique. Parce qu'ils ne sont pas que preneurs d'images, ils sont également militaires. Et vous le savez aussi, depuis le début des années 2000, c'est une toile de fond qu'on ne peut pas omettre lorsqu'on fait une recherche sur cette période-là, d'un niveau de dangerosité accru sur les terrains depuis le 11 septembre, depuis le nouvel engagement et l'engagement américain, je dirais, décrété par George W. Bush au lendemain du 11 septembre en Afghanistan, avec des journalistes pris pour cible de plus en plus fréquemment. Et cela, on le constate aussi, je ne vais pas faire un dessin ici, sur Radio France Internationale, ce sont 4 salariés entre 2001, avec Joanne Sutton en Afghanistan justement, avec Jean Hélène en Côte d'Ivoire en 2003 devant un commissariat de police, qui est assassiné avec 2 balles dans la tête juste devant l'entrée d'un commissariat, et Ghislaine Dupont-Claude Verlon en 2013 au Mali. Rien que pour RFI, c'est absolument indicible la douleur et tout ce qui est pu ressortir ensuite sur des terrains encore plus impossibles. Parce que les réponses en interne, si je pense à Geneviève Götzinger, qui fait également partie des personnes que j'ai pu interroger, qui est parmi les dirigeantes de France Média Monde aujourd'hui, aucun reportage ne vaut une vie humaine. Donc faut-il y aller ou faut-il ne pas y aller? Vous voyez, il y a cette connexion ici. Quand je commençais à travailler avec ces 2 preneurs d'images de l'ECPAD qui ont bien voulu me répondre, il y avait également cette composante imparable qu'il faut absolument intégrer sur cette dangerosité. Donc, ce terme, cet anglicisme et ce terme anglais qui est venu constamment sur embedded, qui est embarqué, le journaliste embarqué car il est protégé. Et on avait progressivement cette déclinaison, je dirais, chez les journalistes, y compris les plus chevronnés. Si je parlais de Colette Braeckman, je pense à Christophe Boisbouvier également, qui a bien voulu me répondre, que c'est délicat. On est de plus en plus mal vu, journalistes déployés sur ces terrains-là, dès lors qu'on est embarqué avec l'armée, qui est là pour protéger nos vies au service de l'information. Mais, dit notamment Christophe Boisbouvier, on peut toujours quand même voir par les petits interstices. Là, on voit quand même sur ce terrain-là que l'armée va plutôt dans ce sens-là et non ce sens-là, que politiquement il y a un agenda, bien sûr, derrière, et qu'on peut tout de même le déceler. Mais nous sommes obligés d'être protégés parce que nous sommes des cibles. Alors qu'avant, porter le brassard presse, avoir une presse sur sa voiture, vous protégez. Maintenant, vous êtes visé. Donc il y a également dans ce traitement journalistique une dangerosité accrue et des choix que l'on voit de plus en plus souvent. Faut-il envoyer ou ne pas envoyer? Et voilà où nous en sommes quasiment aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on va risquer une vie ou parfois, et là c'est très pernicieux, parce que nous avons la technologie, avec WhatsApp, avec Skype, avec tous ces outils d'ordinateur ou autres, avec nos petites caméras, là, comme je l'ai ici sur cet ordinateur, eh bien, je peux me contenter de la parole de quelqu'un sur le terrain sans y être moi-même. Et vous voyez toutes les questions en suspens aussi. Comment puis-je vérifier? C'est le rôle premier du journaliste, c'est ça sa mission. Vérifier une information. Aller voir, aller sur place. Mais s'il ne le peut pas, et qu'on a la technologie pour le faire, on est là face à une ambiguïté immense, aujourd'hui, en 2018, avec, vous le savez, depuis l'Afghanistan, la Syrie, qui pose exactement les mêmes questions sur des zones que j'ai appelées des zones grises. Comment produire un traitement journalistique dans ces situations-là? On n'a pas vraiment de réponse ferme et définitive en dehors de protéger. Oui, protéger, mais alors?
vous êtes perçus comme l'Occident qui vient nous envahir encore. Vous êtes perçus comme des Blancs qui venaient là sauver des Noirs. On est toujours dans des représentations inéluctablement, qui produisent inéluctablement ces effets pervers dans le traitement journalistique. Vous le voyez, et c'était la conclusion ici de mon propos, eh bien ce sont toutes ces polémiques qui naissent, et qui naissent sur ce terrain-là, sur ce terreau favorable à toutes les polémiques, qui nous empêchent, là encore, moi c'était ça ma quête de... Mais que comprend-on alors au final? Lorsqu'une crise, lorsqu'un extrême, lorsque l'avènement d'un nouveau qu'on ne sait pas définir, qu'on ne voit pas nettement, est substitué par ces polémiques. On en est là, avec cette machine médiatique impitoyable, puisque la concurrence est accrue et la vitesse de transmission est accrue. Je prends là ici les termes d'Albert Camus qui me semblent le plus proche sur la question aussi, hein, ici, vous vous en doutez bien, produire la vérité, où est-elle? Eh bien, il faut bien que nous occupions, et vous voyez la date du 8 septembre 1944, hein, Albert Camus, journaliste au journal Combat, il faut bien que nous nous occupions du journalisme d'idées. La conception que la presse française se fait de l'information pourrait être meilleure, nous l'avons déjà dit. On veut informer vite au lieu d'informer bien. 1944, vous voyez comme c'est actuel. La vérité n'y gagne pas, nous dit Albert Camus. On ne peut donc raisonnablement regretter que les articles de fond prennent à l'information un peu de la place qu'elle occupe si mal. Une chose du moins est évidente, l'information telle qu'elle est fournie aujourd'hui aux journaux et telle que ceux-ci l'utilisent ne peut se passer d'un commentaire critique. C'est la formule à laquelle pourrait tendre la presse dans son ensemble. D'une part, le journaliste peut aider à la compréhension des nouvelles par un ensemble de remarques qui donnent leur portée exacte à des informations dont ni la source ni l'intention ne sont toujours évidentes. Il peut par exemple rapprocher dans sa mise en page des dépêches qui se contredisent et les mettre en doute l'une par l'autre. Il peut éclairer le public sur la probabilité qu'il est convenable d'attacher à telle information, sachant qu'elle émane de telle agence ou de tel bureau à l'étranger. Pour donner un exemple précis, il est bien certain que parmi la foule de bureaux entretenus à l'étranger avant la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, entendons-nous bien, par les agences, 4 ou 5 seulement présentaient les garanties de véracité qu'une presse décidée à jouer son rôle doit réclamer. C'est au journaliste mieux renseigné que le public de lui présenter avec le maximum de réserve des informations dont il connaît bien la précarité. Il est un autre apport du journaliste au public, il réside dans le commentaire politique et moral de l'actualité, en face des forces désordonnées de l'histoire, dont les informations sont le reflet. Il peut être bon de noter au jour le jour la réflexion d'un esprit ou les observations, pour la coquille, communes à plusieurs esprits, mais cela ne peut se faire sans scrupule, sans distance et sans une certaine idée de la relativité. Certes, le goût de la vérité n'empêche pas la prise de parti. Et même si l'on a commencé de comprendre ce que nous essayons de faire dans ce journal, l'un ne s'entend pas sans l'autre, mais ici comme ailleurs, il y a un ton à trouver, sans quoi tout est dévalorisé. Et je trouve que c'était, même en 1944, d'une telle profondeur que ça nous relie, y compris à 2018, sur des problématiques, vous le voyez, que l'on retrouve. Et bien, ce questionnement de vérité à véracité, nous verrons ensuite un prolongement avec Francis Ball sur aussi cette notion de véridicité qui, pour moi, était cruciale quand vous allez forcément interroger quelqu'un, lorsque vous êtes dans du témoignage. Là aussi, il faut intégrer la véridicité. Dans quelle mesure puis-je intégrer ces propos comme étant vrais, ou seulement sa vérité, et pas tout à fait la mienne, mais nous dit aussi Albert Camus, eh bien je peux prendre parti. Et là aussi, ça questionne, hein, ça renvoie aussi au terme de Patrick Evenot, indépendance, peut-être, oui ou non, mais également prise de parti ou non. Sachant que j'ai lu immédiatement cette question d'objectivité ou non. Tout journaliste, non. L'objectivité, vous voyez bien que face à l'extrême, où pouvez-vous trouver l'objectivité? Vous n'avez pas un ensemble intégralement positif contre un ensemble intégralement négatif. Cela n'existe pas, à mon sens, dans mon contexte. Hein, on s'entend.
Et donc pour accélérer et bientôt clore mon propos, vous voyez que, eh bien, on a qualifié ensuite les faits qui sont pris dans l'engrenage du cercle vicieux. Je renvoie ici aux travaux d'Yves Lavoine, c'est-à-dire aussi, quand il parle d'engrenage et de cercle vicieux, eh bien l'opinion publique, qui va entendre un parti pris, accorder à ce parti pris, eh bien, tout le poids nécessaire pour s'en convaincre et convaincre d'autres personnes, quand un parti pris, eh bien, opposé va renverser les mêmes faits dans une perception absolument opposée, alors que nous parlons des mêmes faits. Et c'est là qu'Yves Lavoine a construit cette notion de cercle vicieux. Et donc, s'agissant du positionnement du journaliste, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est là que nous sommes. Mieux vaut y être avec l'armée plutôt que de ne pas y être du tout. Les outils numériques, de la même façon, nous chamboulent ce cercle vicieux. Oui, mais s'il n'y est pas et que lui, sur Skype, dit ceci, alors comment l'entendre si une autre personne sur Skype me dit le contraire? On est là face à vraiment cet autre extrême, cette machine médiatique et les mises en danger dans la couverture des risques aussi. Et eh bien, moi, j'y voyais aussi une forme d'uniformisation, des traces mémorielles aussi moins nuancées qui compromettent tout court la compréhension tout simplement des enjeux. Qu'est-ce qui se trame derrière si nous sommes contrariés en permanence par ce cercle vicieux? Non seulement l'immense difficulté d'amener eh bien, le véridique, mais que de surcroît l'opinion publique va contrebalancer ces vérités par un prisme parfois qui renvoie à des positionnements opposés. C'est complexe. Les constats, donc, je terminerai un petit peu par cela, et je l'ai abordé un petit peu, c'est la toile de fond que l'on ne peut pas omettre dans la chronologie, ce flux qui s'est accéléré, ces tuyaux du web, ces tuyaux de l'instantané. Et c'est cela qui a été constitutif de la partie dont je parlais précédemment sur notre historien est-il ce journaliste du temps passé? J'ai posé la question systématiquement à tous les journalistes qui ont voulu me répondre. Étiez-vous, vous, à la façon dont Albert Camus l'avait défini au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur ces terrains-là, étiez-vous sur le terrain des journalistes du temps présent, des historiens du temps présent, pardon. Vous, journalistes, pouviez-vous dépeindre cette histoire-là catégoriquement et comprendre que nous partions au moment du génocide dans telle ou telle direction? Non, catégoriquement. C'était non, parce qu'on ne percevait pas, parce que les images n'étaient pas là, ou volontairement mises dans un autre petit coin un peu plus sombre. Alors que lorsque nous nous situons à Fukushima, on a une foule d'images, on a des milliers d'images de vidéosurveillance, on voit cette vague, on la voit quasiment par-dessus, par en dessous, on la voit naître, on pourrait être avec elle quasiment. Mais on ne comprend pas. Parce que personne n'est sur place non plus. Lorsque Haïti s'effondre, lorsqu'on voit Port-au-Prince, qui avait pourtant dans les années 60 une image absolument magnifique, construite sur un urbanisme qui était très loin de cette saturation que l'on sent actuellement, on voit tout, mais on ne comprend rien. Parce que tout s'effondre, parce qu'on est déployé immédiatement sur place, et pourquoi, à mon sens, parfois on ne comprend rien, déployé ou non avec l'armée, parce qu'il y avait aussi cette grande difficulté à pouvoir atterrir à Port-au-Prince au lendemain du tremblement de terre, il faut produire. Et certains journalistes le pointent aussi. Nous atterrissions, je devais produire tout de suite. Comment? Pour dire quoi? Oui, mais je suis sur place. Bon. Quand d'autres, Christophe Ayad a bien voulu aussi me répondre, c'était franchement un immense intérêt aussi de pouvoir échanger avec Christophe Ayad, parce que peut-être certains se souviennent, il a eu le prix Albert Londres sur les 10 ans après le Rwanda. Il était revenu sur cet aspect mémoriel du Rwanda, et Christophe Ayad était également déployé. Il était encore au journal Libération avant d'être à la tête du service international du journal Le Monde aujourd'hui, en Haïti. Et que choisit-il? De dire non, je ne pourrai absolument pas produire là immédiatement un papier que vous allez publier ou mettre sur le web. J'ai besoin de sortir déjà de l'aéroport, si vous me permettez, pour faire mon travail. Vous voyez toutes ces contradictions, ces injonctions, dont les journalistes ont peu de prise finalement, sur lesquelles ils ont peu de prise,
et finalement offrir, comme je vous le dis ici sur le dernier paragraphe, eh bien, offrir la perception de ce qui est vrai sous ses yeux au moment des faits. Elle est à relativiser aussi par cette notion de vitesse, on veut tout de suite, on veut une photo, oui, qui l'a prise la photo? M'a-t-on donné la possibilité, ai-je les droits, où sont les droits de la personne? Parce qu'il est noir, je peux tout publier. Ces questions-là sont tout aussi déchirantes aujourd'hui et posent vraiment des questions absolument cruciales, non seulement dans les perceptions, mais sous prétexte d'une vitesse, on pardonnerait tout. Et c'est complexe également pour les journalistes qui sont d'une honnêteté absolue en la matière, en disant parfois je peux dire non et parfois je produis ce que je peux. Et sur ce journaliste qui est à peine débarqué de l'avion, Frédéric Gersdorf en l'occurrence pour la RTBF, dit bah oui, j'ai dû produire, j'ai produit, mais j'ai produit ce qu'on débarquait du C-130. Bon, bah oui, parce qu'on a besoin de ces images-là aussi. Parce que certains disent très clairement, il faut faire aussi pleurer dans les chaumières parce que on lance de grandes campagnes. Vous voyez, on est là dans encore ce cercle vicieux, dans ce traitement extrêmement complexe, parce que nous sommes dans l'extrême et nous n'avons aucune prise, aucun recul possible. On est les deux pieds dedans. Le temps présent pour seule mémoire, c'était là, et j'en terminerai ici en quelques minutes si vous permettez, donc sur cette expérience de ces journalistes que j'ai interrogés, qui souhaitent évidemment contextualiser, mais comment le font-ils? Et alors c'était particulièrement flagrant pour une quinzaine de journalistes au total, hein, de RFI, RTBF, Le Monde et Le Soir. Eh bien, lorsqu'ils ne pouvaient pas sur l'instant pouvoir amener toute la contextualisation, quasiment tous ont prolongé à leur retour par la production d'un livre. Et ont prolongé finalement cette couverture de l'extrême comme aussi une façon de s'extraire, parce que ça n'est pas anodin, parce que ça les touche, comme ça nous toucherait tous ici, par un livre, par une production. Les écrits de Colette Breckman font parfois plus de bruit dans ces livres que dans l'immédiateté d'un billet posté sur un blog. Christophe Boisbouvier a aussi produit, même s'il fait partie, alors là, sur du service public ou semi-public, comme en tout cas jusqu'à aujourd'hui, hein, pour Radio France Internationale et le groupe France Média Monde. Christophe Boisbouvier produit également pour le magazine Jeune Afrique. Il a également écrit hein, sur Hollande l'Africain. Vous vous souvenez peut-être de cet ouvrage. Et c'était rare, mais on trouve là aussi un prolongement. Et pour ma part, c'était là le point final à cette question. Vous, journalistes, étiez-vous ces historiens du temps présent? Non. Mais peut-être dans mon livre, en fait. Et on avait cette réponse qui venait a posteriori. Christophe Ayad, exactement de la même façon. Jean-Michel Carrois, qui est en fin de parcours, interrogerait sur toute sa production par un livre éventuellement, le jour où il est à la retraite. Vous voyez, il y a des positionnements là encore qui disent « non, je perdrai de ma neutralité » ou « si, j'en ai besoin ». Parce que j'évacue en même temps toute cette violence que j'ai pris en pleine figure sur ces terrains. Et je suis un être, un homme ou une femme, je suis humain. Voilà donc pour conclure, par des questions, je m'en excuse, je ne me permettrai aucune affirmation ici dans un sens ou dans un autre, c'est le sens aussi d'une recherche. Eh bien, l'utilisation, la valorisation des traces disponibles pour des clés de compréhension de l'avenir, est-ce qu'elles peuvent constituer une ressource pour demain? C'est peut-être là une piste, et quand on en discute, même au sein de services publics, la RTBF n'avait pas investi jusqu'à 2013 sur leur plateforme qui s'appelle Ovio aujourd'hui, pour disponibiliser, comme nous avons l'Institut National Audiovisuel, sur de la radio et de la télévision, de services publics, des archives. Donc pour moi, c'est peut-être là un axe qui serait fort intéressant sur revenir, et on voit que parfois il y a cette tendance, vous voyez sur les images de la Première Guerre mondiale, reprises, remasterisées, qui sont d'une netteté extraordinaire parce que la technologie nous le permet. Pourquoi pas en radio aussi, eh bien, faire réémerger certains sons que l'on écoutera sous un autre angle, sous un autre volume, d'une autre oreille, et de la même façon pour des papiers. C'est là éventuellement une piste qui me semble à explorer. J'en terminerai parce que j'ai contrarié cet aspect journaliste du temps présent par « n'étiez-vous pas parfois quand même des Fabrice à Waterloo ?» Donc c'est une forme de clin d'œil, vous aurez reconnu au roman de Stendhal, c'est-à-dire eh bien, notre Fabrice qui est totalement perdu en plein milieu
de cette bataille qu'il ne saisit pas, qu'il ne comprend pas, il ne comprend même pas ce qu'il fait là. Et donc on avait cette image, et ces deux images du journaliste du temps présent parfois, et d'un Fabrice à Waterloo totalement aussi parfois, qui venait se répondre. Et donc j'ai construit de cette façon, par les entretiens aussi, eh bien cette réponse. Quel est ce traitement journalistique? Comment dire cette vérité si l'on est Fabrice? Ça pose question. Si l'on voit et si l'on est le journaliste du temps présent, absolument. J'en terminerai par ce que le professeur Ball donc, a appelé et a repris dans l'un de ses derniers ouvrages qui s'appelle « Le choc des incultures », ce qu'il appelle et reprend et décline sous forme d'hypermodernité. Et je terminerai en vous proposant, avec ce petit clin d'œil congolais, qui est l'image. Ce n'est pas parce qu'un morceau de bois séjourne pendant des mois dans un fleuve qu'il devient un crocodile. C'est la meilleure image, je pense, que l'on peut, en termes de perception, qui sont la toile de fond est bien de cette question de la vérité. Si ce morceau de bois est un crocodile à mes yeux, alors que se passe-t-il? Va-t-il me manger? Ou puis-je parler de lui? Puis-je le faire parler? S'il s'agit d'un homme ou d'une femme politique, d'un chef militaire, vous imaginez au Congo la difficulté aussi, les meurtres successifs qui se sont produits aussi l'année dernière notamment sur deux officiers des Nations Unies qui faisaient partie de la section des droits de l'homme, qui ont été tout simplement mis de côté, tués, retrouvés des semaines après. On n'a pas de mobile, on ne voit pas. C'est là que je le replace aussi. De la même façon, lorsque des catastrophes naturelles se produisent, est-ce que je vois là un crocodile ou est-ce un petit morceau de bois qui va produire des effets absolument extrêmes? Voici donc pour clore ici le discours, ce choc des incultures. Le début donc est restitué, hein, vous voyez, je prends un passage un petit peu plus long, eh bien, où pour Francis Ball, lorsqu'on parle ironiquement du sacrifice ainsi accompli au nom de l'objectivité, hein, on est là dans un contexte où on parle de sondage pas simplement politique, mais suis-je d'accord ou pas d'accord? On est aussi, c'est dans cette ère du temps actuellement que l'on se situe, et donc Francis Ball questionne en disant, voilà, au nom de l'objectivité des sondages, qui aboutit à la pire des subjectivités, non pas la confiance dans les apparences, mais la foi, plus aveugle encore, dans les préjugés, l'ère du temps, les représentations dominantes de la réalité et les idéologies qui entendent lui donner un sens. Soumis à la concurrence toujours plus rude entre médias, prisonniers de l'ère du temps, les journalistes sont ainsi détournés de l'idéal de vérité, indispensable quoique inaccessible, comme du reste tout idéal. Il n'existe en l'occurrence que dans le souci constant de l'atteindre, la vocation du journaliste qui se veut non partisan, autrement qu'en parole, n'est-elle pas justement de pratiquer chacune des vertus de la vérité, véracité, quand il s'agit de rapporter dans leur véridicité l'effet de l'actualité, rigueur quand il s'agit de les analyser, de les interpréter, et sincérité lorsqu'on entre dans les terrains plus mouvants du commentaire. L'historien et le journaliste savent qu'ils n'accèdent jamais qu'à des vérités partielles, imparfaites, approximatives et provisoires, mais ils veulent, comme ceux auxquels ils s'adressent, que ces vérités ne soient entachées d'aucun esprit de partisan, d'aucun esprit de système, d'aucun esprit de certitude, qu'elles soient en d'autres termes aussi peu subjectives que l'un comme l'autre n'ont alors d'autres secours. Le journaliste, au même titre que l'historien ou le professeur, n'ont donc que d'avouer leur propre subjectivité dans un ultime et indispensable élan d'honnêteté. Pardon pour la coquille. La liberté est assurément la première des conditions qui rendent possible la recherche de la vérité. On est ici dans cette forme qui est suggérée dans le choc des incultures qui était sorti début 2016, donc qui est quand même assez récent. Et je laisse et je termine ici en vous remerciant de votre attention sur ces quelques questions qui restent vraiment tout à fait ouvertes. Traitement journalistique, ça veut probablement dire, et moi je m'attellerai à ces 4 médias dont je vous ai parlé ce matin, Radio France Internationale, la RTBF, Le Monde et Le Soir, et bien sûr, quelle est l'affirmation d'une véritable ligne éditoriale? Est-ce qu'on la comprend lorsque nous sommes sur ces terrains intenables, ces positions impossibles pour un journaliste qui est déployé, ce moteur que j'ai qualifié d'hybride de la machine médiatique? Pourquoi? Parce que nous passons, vous l'aurez compris, de formats
papier, print, où Gutenberg était encore fort présent dans les années 90, au tout mobile, avec nos smartphones, avec ces formats numériques qui sont partout, de même que le son nous suit partout aujourd'hui, par des podcasts, par des iPhones, quand nous pouvons aussi allumer tout simplement une radio. Vous voyez, c'est ça que je qualifie de moteur hybride, et finalement ce décloisonnement, en n'oubliant jamais qu'on peut critiquer le traitement journalistique, mais n'oublions pas où se situent les publics qui consomment. Et moi qui interviens à l'université de Lille maintenant, je me questionne aussi sur cette consommation des médias qui n'est pas du tout la même, vous vous en doutez bien, qu'il y a 20 ans, et sur ce web qui n'est pas rentable du tout, encore pour le modèle économique actuel de ce modèle hybride, où, quoi que l'on en dise, on n'est pas sur ce même système qui permettait, et c'est par là que j'en terminerai, sur le traitement journalistique du début des années 90, Colette Braeckman racontait qu'elle avait passé 2 mois à bord d'un véhicule qu'elle avait loué en Afrique du Sud, lorsque l'apartheid tombait et qu'elle devait ensuite monter au Rwanda sans nécessairement comprendre. Elle y restait 6-7 semaines, quand aujourd'hui, au mieux, on reste 3-4 jours sur place. Et c'est ça la principale conséquence, qui est aussi l'une des réponses. Tant qu'on n'aura pas trouvé ce modèle économique durable, eh bien la qualité du traitement journalistique n'en sera que un petit peu plus écornée. Voilà, j'essayais ici d'amener d'autres questions, je m'en excuse, je ne souhaitais pas apporter de réponse car je n'en ai pas. Merci de votre attention.